bonjour à tous. Donc, moi, je suis Katia Bourboitin. Comme vous pouvez le voir, on va animer ce webinaire à trois têtes. On se présentera tout à l'heure après avoir introduit ce webinaire. Alors, vous êtes tous là aujourd'hui dans le cadre des rencontres santé-travail qui ont lieu cette année en septembre. Elles avaient normalement lieu en mars dernier ou avril dernier, je ne sais plus. Et effectivement, le confinement lié à cette pandémie Covid-19 nous a obligés à les repousser et elles sont cette année en 100% digitales. D'habitude, on avait, enfin, depuis quelques années, pris l'habitude d'accueillir nos adhérents au sein de nos services pour échanger avec eux. Et cette année, ce sera plus compliqué, mais on va trouver d'autres moyens de se rencontrer. Alors. J'ai l'impression que ma diapo ne passe pas. Voilà, c'est passé là? Ok. Ouais. Excusez-moi. Donc en fait, de manière un peu particulière cette année, ces rencontres centre-travail se font sous l'égide de Présence Bretagne. Alors peut-être que pour vous, c'est quelque chose de nouveau. En fait, c'est l'association régionale qui regroupe les 9 services de santé au travail en 40 entreprises bretons. Vous voyez sur cette carte le maillage territorial des différents centres qui vous accueillent pour le suivi de santé de différents salariés du territoire. Donc voilà, alors pour information, le docteur Oxane Lanner et moi-même sommes de la ST35 aujourd'hui, et puis Nicolas Priou vient du Finistère, du Morlaix. centre de Morlaix. Voilà. Donc il y a une répartition assez égale parmi l'auditoire aujourd'hui sur le territoire breton. Donc c'est assez inédit pour nous, effectivement, de s'adresser à des adhérents des différents services de santé au travail, mais c'est aussi très enrichissant pour nous d'avoir travaillé tous ensemble sur ce projet. Alors effectivement, Présence Bretagne, c'est 735 500 salariés suivis dans 71 200 entreprises adhérentes. Et puis, ces entreprises et ces salariés sont suivis par 848 professionnels, alors avec une diversité de métiers qui est de plus en plus riche au fur et à mesure du développement de la santé au travail en France. Donc, 218 médecins du travail, 104 infirmiers, des préventeurs spécialisés, 138, qui regroupent des ergonomes, des techniciens et ingénieurs hygiène sécurité, des toxicologues, des psychologues du travail, et j'en oublie sûrement, et puis 274 secrétaires médicaux. Alors, ces rencontres santé-travail, ce n'est pas juste en Bretagne, c'est organisé partout en France aujourd'hui par les services de santé au travail en entreprise. Et en fait, c'est l'occasion pour nous de vous présenter ce qu'on appelle la prévention en action. En gros, toutes les actions qui sont menées au quotidien par les professionnels de santé au travail et l'occasion de vous présenter nos différentes missions. Vous aurez remarqué effectivement que cette pandémie qui nous est tombée dessus et les différentes mesures sanitaires qui sont inhérentes à cette pandémie ont évidemment placé les enjeux de santé au travail au cœur de l'actualité. Effectivement, ça occupe beaucoup de nos journées. Et à différents... Merci de couper votre micro. Et effectivement, pendant cette pandémie, à différents niveaux, ça a permis d'assurer la continuité des secteurs d'activité stratégiques dans les premiers temps du confinement, par exemple. Et puis, depuis qu'on s'est déconfiné, et déjà au début, notre mission, effectivement, est d'accompagner les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs pour assurer la santé et la sécurité au travail dans vos différentes entreprises. Voilà. Donc, voilà pour ces journées santé-travail en France. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, vous y êtes inscrits, c'est un webinaire sur les mesures de prévention sanitaire liées à ce Covid-19. Alors, aujourd'hui, je crois de mémoire qu'il y a 8 webinaires qui sont proposés à l'ensemble des adhérents bretons des services de santé au travail. Alors, une petite moitié est directement en relation avec cette pandémie de Covid-19, actualité oblige, mais donc l'EDU, l'aide au DU, le télétravail, voilà, entre autres. Et puis, il y a aussi d'autres webinaires sur les TMS, l'aménagement des espaces de travail, etc., etc. Donc, voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous sont inscrits à d'autres webinaires ou peut-être participer juste avant à un webinaire sur l'aide au DU. Voilà. Je vais laisser mes camarades de jeu de la journée se présenter rapidement. Moi, je vais commencer, puis je les laisserai se présenter. Donc, moi, je suis, vous l'avez vu, Katia Bourboitin, je suis psychologue industrielle et aussi responsable
attention à rester 35. Donc, voilà, je vais démarrer ce webinaire avec un petit point sur le contexte actuel. Et puis, le docteur Alexandre Handler prendra le relais. Et puis ensuite, Nicolas Apriou, je vous laisse vous présenter. Docteur Aurélio Xenadler, moi je suis médecin du travail sur le service de santé au travail de Rennes et alentours, notamment sur le secteur sud-est de Rennes. Et je vous remercie d'être venu vous connecter sur ce webinaire. Et donc, Nicolas Apriou, je suis conseiller en prévention au service de santé au travail de Morlaix. Et pour répondre à une question qui m'est arrivée en privé sur le chat, les slides, normalement, oui, pourront vous être envoyés ultérieurement. Et comme on vous l'a dit, le webinaire est enregistré et du coup, il sera accessible ultérieurement aussi. Donc, on ne connaît pas exactement encore le fonctionnement ultérieur, mais ça va être enregistré le temps d'un petit montage, donc il va se passer voilà. quelques jours avant qu'il soit disponible. Mais si vous avez des questions, alors là, la question m'est arrivée directement à moi dans le chat. On peut choisir en effet la personne à qui on adresse la question. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'écrire la question à tout le monde. Alors pour nous, ça nous permettra aussi d'éviter d'avoir plusieurs fois la même question. Et puis pour qu'on puisse y répondre le mieux possible. Donc voilà. Alors justement, pour démarrer, quelques petites règles de fonctionnement. Alors on est déjà édicté, mais on vous l'a dit, hein, effectivement, le webinaire est enregistré, d'où la désactivation de vos caméras. Donc voilà, après, pas très très grave si vous jetez un œil, mais en tout cas, il y a une conséquence directe sur votre droit à l'image derrière, puisque l'enregistrement sera diffusé de manière générale sur la chaîne YouTube de Présence. Donc effectivement, voilà, il y aura un montage, hein, donc on pourra flouter ou éliminer les interventions intempestives d'un visage qui sera arrivé par l'activation d'une caméra, mais ne vous souciez pas, on vous encourage, comme vous l'a dit Nicolas, à poser vos questions via le chat, mais aussi éventuellement oralement en activant votre micro, mais ça on le fera peut-être plutôt vers la fin, à la fin du webinaire, mais pendant tout le webinaire, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure des sujets qui sont évoqués, parce que c'est toujours plus intéressant d'y répondre au fur et à mesure des différentes interventions. Et puis, je vous l'ai dit, hein, pour le confort auditif de tous, évidemment, en l'absence de prise de parole, merci de couper votre micro, mais je vois que tout le monde a parfaitement compris la règle. Donc, voilà. Alors, de quoi on va parler ce matin? D'abord, moi, je vais vous faire un point sur le contexte du Covid. Alors, bon, il y a sûrement beaucoup de choses que vous n'allez pas apprendre, hein, parce qu'on est tellement noyé d'informations, mais l'idée, c'est quand même de refaire le point sur les différents éléments, parce qu'on entend aussi un petit peu de tout, donc n'hésitez pas non plus à poser des questions si vous avez voilà, des doutes sur certains éléments. Le docteur Oxenhandler vous parlera des modalités de mise en œuvre du protocole national dans l'entreprise et plus spécifiquement tout ce qui est lié à la prise en charge médicale des cas symptomatiques et des cas contacts. Toute la définition du contact tracing aussi, hein, et comment les services de santé au travail peuvent y participer. Et puis, Nicolas, lui, vous écrira plutôt dans la dernière partie tous les moyens de prévention collective et individuelle qui sont liés à cette pandémie de Covid-19 dans les entreprises. Alors effectivement, le contexte, c'est l'arrivée de ce virus en décembre dernier en Chine, hein, ce SARS-CoV-2 qu'on n'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais depuis on lui a donné un nom, qui est responsable de la Covid-19, cette maladie respiratoire. Donc ce SARS-CoV-2 est un coronavirus, un virus à ARN enveloppé, qui a une membrane lipidique. C'est ça qui caractérise tous les virus enveloppés. Il a aussi des protéines de surface en forme de couronne, hein, on a vu beaucoup d'images. Voilà, et il a une taille estimée entre 60 et 200 nanomètres, évidemment très très petit comme la majorité des virus. Effectivement, le fait que ce soit un virus enveloppé avec cette membrane lipidique et protéines le rend, malgré ce qu'on pourrait croire, un petit peu plus fragile que les virus dits nus. Voilà. On s'est aperçu qu'il avait une très très forte contagiosité,
légèrement supérieure même au virus de la grippe, et avec une létalité qui a beaucoup bougé et qui bouge encore, qui est plutôt basse parce qu'effectivement, on avait des problèmes de détermination de tous les cas, y compris les cas asymptomatiques. Donc, on a une létalité qui, à un moment, est montée autour de 2%, mais qui s'approche plutôt des 0,1, 0,2, voire 0,3% actuellement. On a une survie du virus dans l'environnement de quelques heures à quelques jours, même si voilà, les études se sont accumulées et on est plutôt maintenant sur des éléments qui nous indiquent qu'on est plutôt sur quelques heures, hein, et pas quelques jours. Il faut des conditions très, très particulières. En fait, quand on retrouve du virus au bout de quelques jours, ce n'est pas du virus infectant, mais bien du matériel génétique de ce virus qu'on retrouve au bout de quelques jours. Et donc, le matériel génétique ne suffit pas seul à infecter une cellule pulmonaire, par exemple. Donc, voilà, soyez plutôt rassurés. On verra ça plutôt vers la fin, hein, ces éléments liés au nettoyage et à la désinfection. Mais effectivement, on a eu très, très peur dans les premiers temps parce qu'il y a beaucoup de données qui ont été diffusées sur le fait que ce virus pouvait survivre plusieurs jours. Maintenant, on est plutôt sur quelques heures. Voilà. Et puis, on a quand même un avantage, c'est qu'on n'a pas dû inventer de désinfectants particuliers. Il est sensible aux désinfectants courants qu'on trouve habituellement en virologie. Alors, la transmission, voilà, elle peut être directe ou indirecte. Dans la transmission directe, il y a eu quand même des évolutions. Enfin, on a appris à connaître ce virus. Effectivement, dès le départ, on s'est dit qu'il fallait éviter les contacts directs avec une personne infectés, en tout cas, ou même les autres, hein, par prévention à moins d'1 mètre, ce qu'on appelle les contacts étroits. Évidemment, comme c'est un virus respiratoire, on a une infection, on peut avoir une transmission lors d'une toux, d'un éternuement, ou même simplement en discutant, si on n'a pas de mesure de protection particulière, comme le masque, par exemple. Et puis, quelque chose d'un peu plus nouveau, c'est cette transmission par des aérosols, donc là, sur de longues distances, puisque la différence entre des gouttelettes qui sont émises lors d'une toux ou d'un éternuement et un aérosol qui, lui, va plutôt être émis quand on parle, par exemple, effectivement, c'est la taille de ces différents éléments. Et l'aérosol étant beaucoup plus petit, il va se déposer au sol beaucoup moins rapidement. Il va être capable de se diffuser beaucoup plus loin, donc au-delà des 1 mètre, 1 mètre 50 ou 2 mètres qu'on peut entendre. Mais là, effectivement, il peut se déplacer au sein d'une même pièce, d'un open space, d'un bus, d'une voiture, etc., etc. Alors ça, c'est pour la transmission indirecte. Et puis, la transmission indirecte, qui est liée au contact manuporté, hein, des mains vers la bouche. Donc, quand les mains sont au contact d'une personne ou d'une surface contaminée et que ces mains souillées sont portées au visage, et on a un risque de contamination. De plus, on a plusieurs portes d'entrée du virus dans l'organisme. Alors, comme c'est un virus respiratoire, donc c'est majoritairement cette voie d'entrée qui est prépondérante. Mais on a également la voie oculaire et la voie orale. Donc, si on met ses mains effectivement à la bouche qui sont souillées ou qu'on mange quelque chose qui a été souillé, effectivement, on a un risque de contamination. Pour se rassurer, la peau est une barrière qui est infranchissable pour le virus. Donc, il n'y a pas de risque à ce que le virus passe à travers notre peau. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, tout le monde portait des gants. On verra un peu plus tard, mais l'intérêt, ça n'a absolument pas d'intérêt pour ça, en tout cas. Et puis, il y a quand même besoin d'une certaine quantité de virus pour qu'il soit infectant. Alors, je vous parlais de la voie oculaire. Hein, donc, effectivement, quand on est à son bureau ou n'importe quand, d'ailleurs, hein, on se frotte assez souvent les yeux. Donc, c'est une porte d'entrée du virus. Et puis, on l'a tous dit, on se touche machinalement le visage de manière très, très fréquente. Apparemment, en moyenne, jusqu'à 23 fois par heure. Donc, effectivement, globalement, pour cette transmission indirecte, on va éviter de se contaminer, éviter de se toucher le visage. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai une petite information qui me dit que la connexion est instable, mais tout va bien? OK. Alors, un petit point sur les chiffres. Comment? Non, ça va. Un petit point sur les chiffres. On les a arrêtés mardi, là, ceux-là à 14 h. Bon, ils ont évidemment encore un petit peu évolué. Pour information, on vous met les chiffres au 21 juillet. Alors, voilà, on avait pu faire un webinaire à ce moment-là, donc on avait sorti les chiffres.
Pour éléments de comparaison, effectivement, il y a, vous pouvez le voir, hein, des grosses différences. On a une évolution très, très importante, hein, d'où l'inquiétude éventuellement d'être passé sur voilà, de démarrer cette deuxième vague qu'on craint tous. Effectivement, là, on est plutôt en ce moment du l'ordre de 10 000 cas en plus par 24 heures, avec une très forte augmentation du nombre de clusters. Hein. Voilà, fin juillet, on était à 114, on est passé à 1000. En fin juillet, il y avait 6 départements en situation de vulnérabilité. On est maintenant à 90. Et puis, voilà, il y a encore 15 jours, 3 semaines, on n'était pas trop inquiet puisque les hospitalisations étaient encore réduites, mais on a quand même une augmentation. Alors, on n'est pas au niveau de fin juillet en termes d'hospitalisation, mais on s'en rapproche de manière importante. Le nombre de décès, finalement, en 3 mois a assez peu évolué, hein, autour de 1000. Malgré tout, ces chiffres sont de plus en plus alarmants puisqu'ils sont à nouveau à la hausse. Alors, un petit focus, parce que là, c'était des chiffres nationaux, un petit focus sur les chiffres bretons. Là, on vous donne le taux d'incidence pour 100 000 habitants. Alors, vous avez peut-être écouté notre ministre de la Santé hier soir qui a donné des éléments complémentaires pour l'évaluation de ces départements, enfin de la situation sanitaire dans les départements, qui ne se limite pas au taux d'incidence, mais bien le taux d'occupation dans les hôpitaux, dans les services de réanimation et le taux de positivité au test. Enfin, voilà, un calcul un peu savant dont on n'a pas totalement la maîtrise, nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le taux d'incidence pour 100 000 habitants en Bretagne a dépassé la cote d'alerte en Ille-et-Vilaine déjà depuis 2 semaines à peu près. Donc on est ce qu'on appelle nous en zone rouge. Voilà, je crois que là, hier, mardi, on était à 101, aujourd'hui, on est à 106. Et le Morbihan frise très régulièrement avec le 49, 50. Voilà. La zone rouge risque d'être franchie, d'être dans le Morbihan. Le Finistère et les Côtes-d'Armor sont encore voilà, en zone orange. Voilà. Ils sont un petit peu plus au bout alors. Et puis je pense que la densité du département doit jouer beaucoup. Voilà. Alors évidemment, ces zones avoir une influence directe. Hein, là, on va vous décrire aussi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais le protocole national qui est sorti il y a environ 2 semaines et demie, qui effectivement a instauré des mesures de prévention différenciées en fonction de la situation épidémiologique du département dans lequel l'entreprise se trouve. Donc voilà, c'est l'intérêt de se renseigner très régulièrement sur sur ce niveau au sein de son département, parce que ça a des influences directes sur les moyens de prévention que vous devez mettre en place dans vos établissements. Voilà, Aurélie, je te laisse la parole. Merci. Donc maintenant, moi, je vais vous parler du protocole national qui, si on met son titre en entier, est fait pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19, qui est donc sorti fin août et dont on a eu une dernière mouture au 17 septembre. Alors, au préalable, ce qui est important au niveau des entreprises, c'est d'évaluer les situations à risque d'exposition au virus. Donc là, il faut vraiment que chaque entreprise s'interroge en fonction de son activité pour savoir si le risque d'exposition au virus est important ou non. Évidemment, ce sera très dépendant de l'activité. Les soins sont beaucoup plus exposés et les personnes qui reçoivent du public seront également plus exposées que des personnes qui travaillent plutôt en interne. Pour bien évaluer ces situations à risque, il est important d'associer les instances et que tout ça fasse l'objet d'une concertation, à la fois pour que les risques soient partagés et que les mesures que vous mettrez en face soient également partagées et puissent bien diffuser au sein de vos entreprises. Il est également fortement conseillé de désigner un référent Covid. Je reviendrai sur la diapo suivante sur les différentes missions du référent Covid-19. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de mettre en œuvre un plan d'action, donc de définir toutes les actions que vous allez mettre en place pour protéger vos salariés, tout en garantissant la faisabilité et l'effectivité des mesures. Effectivement, il ne faut pas mettre en place des plans d'action tout à fait illusoires qui ne sont pas du tout applicables avec le travail réel de vos salariés. Là, vous passeriez complètement à côté, le message ne serait pas compris et les mesures ne seraient pas respectées. Il est très, très important de faire une mise à jour régulière en fonction de l'activité réelle et également de l'évolution de la situation géographique et épidémiologique. Si vous n'avez pas de retour de vos salariés sur
sur justement la faisabilité des mesures mises en place. Vous ne pourrez pas ajuster et apporter des corrections pour que les gens se protègent efficacement et adhèrent à tout ce que vous proposez. Tout ça, ça va évidemment passer par une information régulière de l'ensemble des salariés. Donc, ça peut être de l'affichage, n'hésitez pas à afficher, réafficher partout. Ça peut être des notes de service, ça peut être une annexe dans le règlement intérieur, ça peut être voilà, plein de choses comme ça. Accorder une attention particulière aux travailleurs détachés, aux saisonniers, aux intérimaires et aux CDD, parce qu'effectivement, toutes ces catégories de travailleurs sont peut-être moins au fait des modes de communication de vos entreprises et du coup pourront passer à côté des informations, notamment s'il y a des soucis de langage, par exemple. Vous pouvez avoir des travailleurs qui ne maîtrisent pas le français, il faudra d'autant plus être vigilant auprès de ces salariés-là. La suivante, s'il te plaît. Donc, quels sont les acteurs clés? Je vous parlais tout à l'heure du référent Covid-19. Donc, cette personne aura pour mission de s'assurer de la mise en œuvre des mesures définies, de s'assurer de l'information des salariés par les moyens qu'on a évoqués et de faciliter l'identification des contacts lors de cas Covid confirmés. Donc, pour tout ça, il faut que ce soit quelqu'un de formé, qui soit au fait des différents modes de transmission et de comment on identifie les cas contacts. Son identité et sa mission doivent être communiquées à l'ensemble du personnel pour que les informations lui remontent facilement et qu'on sache qui aller chercher en cas de suspicion de Covid. Dans les entreprises de petite taille, par exemple, ça peut être le dirigeant, sinon ça peut être un référent hygiène sécurité, ça peut être un DP, quelqu'un en tout cas qui sera en capacité d'assurer ces différentes missions et qui sera connu par l'ensemble de ses collaborateurs. Les services de santé au travail peuvent vous accompagner et vous conseiller, que ce soit au niveau des employeurs, des salariés et de leurs représentants, pour vous donner des informations sur tous les dispositifs à mettre en place pour la protection des salariés, pour que ce soit en adéquation avec votre activité. On peut vous accompagner également pour la rédaction des procédures adaptées de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un symptomatique dans l'entreprise, comment faire. Sur les procédures de nettoyage et désinfection du poste de travail, on va revenir tout à l'heure sur toutes les mesures d'hygiène à suivre, et sur le suivi des salariés ayant été en contact avec le cas. Parce qu'effectivement, il y a un petit flou entre le moment où vous avez un salarié qui est dépisté Covid, c'est-à-dire qu'il a eu un test de dépistage qui est revenu positif, et le moment où éventuellement les cas contacts seront repérés et en théorie contactés par les brigades sanitaires. Voilà, que faire? Et là, c'est vrai que les employeurs se retrouvent souvent bien démunis sur ce laps de temps. On vous accompagne également, bien entendu, sur le suivi de l'état de santé des salariés et notamment sur les précautions à prendre pour les personnes vulnérables à forme grave de Covid-19, qui seront à protéger plus que des personnes qui n'ont pas de facteur de vulnérabilité. Alors, vous avez pu constater que la liste des personnes salariées vulnérables qui pouvaient bénéficier de l'indemnisation au titre de l'activité partielle a été drastiquement réduite, alors qu'on avait une liste bien plus importante auparavant. Désormais, seuls les salariés vraiment vulnérables pourront être placés en activité partielle. Pour ce faire, il faut qu'ils présentent à leur employeur un certificat médical qui atteste de l'impossibilité de continuer à travailler. Et donc, les raisons sont donc des problèmes de santé vraiment importants, comme des cancers évolutifs sous traitement, des immunodépressions, ou sinon être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro- ou macrovasculaires. Bon, là, ça va être à la marge chez nos salariés. Il est plus rare qu'après 65 ans, on soit encore en activité. Mais si vous avez des questions sur ces salariés-là, évidemment, vous pouvez contacter votre médecin du travail qui vous conseillera sur les précautions à prendre, également les personnes qui sont dialysées ou qui présentent une insuffisance rénale chronique sévère. En dehors de ces cas-là, donc les personnes ne peuvent plus bénéficier d'indemnisation au titre de l'activité partielle. Donc là, on pourra vous aider. Il peut y avoir un échange entre le médecin du travail, le médecin traitant et le salarié pour vous aider au mieux à mettre les précautions en place. Pour organiser donc le retour au travail, c'est ce que je vous disais, on peut vous aider. Évidemment, la solution la plus facile, ce sera le télétravail, puisque là, le salarié reste dans son foyer et va pouvoir maîtriser
des expositions. Si le télétravail n'est pas possible, le travail en présentiel doit donc être assorti de mesures de protection complémentaires. Donc, dans ce cas-là, ce sera port d'un masque chirurgical, hein, donc pour les salariés vulnérables, alors que les autres peuvent, pour l'instant, sauf si décision contraire de l'entreprise, s'équiper de masques grand public. Et pour les salariés vulnérables, ce sera forcément le port d'un masque chirurgical dans les lieux de travail et les transports en commun, avec, comme toujours, une hygiène régulière des mains, c'est la base hein, des mesures sanitaires, et un aménagement du poste de travail. C'est vrai que le bureau isolé recrée une protection pas tout à fait équivalente au télétravail, mais minimise vraiment les expositions, les écrans de protection entre les bureaux en cas de bureau partagé, que chacun ait un bureau dédié et qu'il n'y ait pas non plus du flex office avec des personnes qui passent de bureau en bureau, limiter le matériel partagé, etc., etc. Alors, que pouvez-vous faire si une personne se révèle symptomatique alors qu'elle est sur le lieu de travail? Donc, je vous rappelle brièvement les symptômes, mais vous les connaissez tous. La fièvre, la toux, les courbatures, les difficultés respiratoires et la perte de l'odorat et du goût. Donc, si une personne se révèle symptomatique, il faut avant tout l'isoler, la protéger, elle, et protéger les autres de cette personne qui est possiblement contaminante. Donc, vous allez isoler la personne dans un local dédié. C'est le référent Covid hein, en général qui se charge de tout ça, en respectant les gestes barrières, c'est-à-dire qu'il faut garder la distance au minimum d'1 mètre avec la personne et lui mettre au plus tôt un masque chirurgical sur le visage. Donc l'infirmier d'entreprise, le sauveteur secouriste ou le référent Covid se charge de tout ça. Il faut également que lui se protège grâce à un masque chirurgical ou un masque FFP2 si vous en avez. Demander à la personne de se mettre dans la position où elle est le mieux, en évitant que quelqu'un d'autre puisse se baisser. Bon, ça, c'est les précautions habituelles de prise en charge de quelqu'un qui est en difficulté de santé. Bien heureusement, la majorité des cas n'auront pas de signe de gravité et ne nécessiteront pas de précautions très avancées. Il faudra malgré tout rechercher ces signes de gravité qui sont donc éventuellement des difficultés respiratoires importantes. Donc ça, c'est assez facile à identifier puisque la personne aura des difficultés à prononcer une phrase courte sans s'arrêter pour respirer. Ou sinon, vous comptez la fréquence respiratoire, hein, donc le nombre d'inspirations et expirations en 1 minute. Et si c'est supérieur à 22, la personne respire vite. Donc là, elle est potentiellement en difficulté respiratoire. La somnolence, donc quelqu'un qui s'endort, hein, qui n'arrive pas à rester éveillé, ou les propos confus, quelqu'un qui a un discours qui est un petit peu inadapté, ou bien une personne qui vous dit se sentir mal ou qui perd carrément connaissance, là, évidemment, ce sont des signes de gravité à prendre en compte. Alors, je vois juste sur le chat, la personne doit-elle avoir un ou plusieurs symptômes pour être isolée ou protégée? À partir du moment où vous avez vraiment un des symptômes qu'on a décrits, là, vaut mieux l'isoler et la protéger. S'il y en a plusieurs, d'autant plus. Pour la prise en charge, donc en cas de signe de gravité, vous appelez SAMU et là, vous serez guidé pour la suite. Vous expliquez en quelques mots la situation. Vous communiquez bien, comme d'habitude, le numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable si jamais la communication coupe et qu'on a besoin de vous rappeler. Vous précisez la localisation de l'entreprise, les moyens d'accès. Vous restez à proximité de la personne pour surveiller que son cas ne s'aggrave pas, auquel cas vous presserez les secours. L'assistant de régulation vous passe le médecin qui vous aide en vous posant plusieurs questions, qui pourra éventuellement demander à parler à la personne pour voir si elle arrive à terminer ses phrases et puis qui pourra l'entendre respirer. Donc en fonction de tout ça, le 15 vous dira s'ils envoient une ambulance, le SAMU, etc. ou si vous pouvez faire autrement pour pouvoir faire en sorte que le salarié soit pris en charge sur le plan médical. Donc, en cas d'éléments nouveaux importants, hein, effectivement, c'est pour ça qu'il faut rester surveiller le salarié, vous rappeler le SAMU pour activer les choses. S'il n'y a pas de signe de gravité, vous demandez à la personne de contacter son médecin traitant, vous vous assurez qu'il y a un rendez-vous de pris, ou tout autre médecin si le médecin traitant n'est pas disponible, puis vous organisez le retour à domicile, pas en transport en commun, évidemment, pour éviter qu'il contamine toutes les personnes des transports en commun, et pas non plus par quelqu'un d'entreprise. Hein. C'est déconseillé que ce soit quelqu'un d'entreprise qui le raccompagne, ce sera plutôt la famille, un taxi, voilà. Alors, pour la suite, une fois que la personne aura été prise en charge, vous informez bien le supérieur hiérarchique de la personne, vous pouvez prévenir votre service de santé au travail, c'est conseillé parce que dans ces cas-là, nous, on va pouvoir vous donner des conseils le nettoyage, la désinfection du poste de travail, le suivi des salariés s'il y a des salariés à risque dans l'entourage, et puis débuter le contact tracing. Donc là, on va vous épauler pour essayer de savoir qui peut être qualifié de
cas contact. On y revient après. Si le cas Covid est confirmé, c'est-à-dire que la personne que vous avez renvoyée chez elle a fait un dépistage et ce dépistage revient positif, là, ça déclenche tout un processus et la plateforme de l'assurance maladie, donc les brigades sanitaires, vont procéder au contact tracing. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de repérer toutes les personnes qui peuvent être possiblement contaminées et les contacter pour leur donner la conduite à tenir. Donc, informez votre service de santé au travail et nous, on vous aidera pour identifier les cas contacts et leur qualification. Est-ce qu'ils sont à risque négligeable ou non? Des éventuels aménagements à mettre en place. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes si elles sont à risque? Est-ce qu'on les met dans des bureaux dédiés? Est-ce qu'on les met en télétravail, etc. Puisqu'il y a effectivement ce laps de temps entre le moment où vous aurez le résultat du test du premier cas et le moment où on pourra identifier les cas contacts et qui seront pris en charge par les brigades sanitaires. Donc, la stratégie de prise en charge d'un cas contact. Donc, là, vous appelez votre service de santé au travail habituel. Là, c'est vrai qu'on a fait une action régionale, mais là, vous retournez vers le service de santé auquel vous adhérez. Alors, quelle est la définition de la personne contact? La personne contact à risque, c'est une personne qui ne portait pas de masque déjà. Si les gens portent tous des masques, là, il n'y a pas de danger. Alors, il faut être vigilant sur certaines situations où les masques peuvent être enlevés, surtout les salles de pause, les vestiaires, les transports éventuellement et des moments de restauration. Donc, les mesures de protection efficaces, hygiaphone ou autre séparation physique comme une vitre entre le public accueilli par exemple et la personne qui les accueille ou entre les bureaux, les masques chirurgicaux ou FFP2 qui dans ce cas-là peuvent être portés par une seule des deux personnes ou les masques grand public qui sont quand même normés AFNOR ou équivalents et qui sont portés par les deux personnes. Le masque chirurgical ou FFP2 protège si une seule des deux personnes le porte. Le masque grand public ne protège à condition que l'ensemble des personnes présentes le portent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc s'il n'y avait pas ces modes de protection en place, donc les personnes à risque, ce seront ceux qui auront partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable. Ce seront ceux qui auront eu ce qu'on appelle un contact direct avec un cas, c'est-à-dire qu'on se retrouve en face à face à moins d'un mètre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de durée minimum d'exposition. C'est le cas des conversations, des repas, flirts, accolades, embrassades, etc., sans port de masque. En revanche, des personnes croisées de façon très furtive dans l'espace public ne représentent pas des... Enfin, là, on estime qu'il n'y a pas de risque important. Si vous avez prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins avec quelqu'un qui s'est révélé Covid+, là, évidemment, vous êtes à risque important. Si vous avez partagé un espace confiné, donc ça va être le bureau, la salle de réunion, les véhicules, etc., pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou si vous êtes resté face à face avec quelqu'un à plus d'un mètre, parce que sinon on se retrouve dans le cas de contact étroit. Donc face à face à plus d'un mètre, mais pendant ce laps de temps, il y a eu plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement. Là, vous êtes effectivement à risque. Et si vous êtes élève ou enseignant d'une même classe scolaire, alors maternelle, primaire, là, ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule. En tout cas, pour ceux qui sont censés porter des masques, donc tous ceux qui sont plus de 12 ans, qui ont plus de 12 ans, si le port du masque n'était pas respecté, si vous étiez dans la même classe, là, vous êtes également catégorisé dans les cas contacts à risque. Alors, quels sont les acteurs clés du contact de tracing? Donc, le niveau 1, ça va être le médecin de ville ou l'établissement de santé que vous allez aller consulter en disant, voilà, je suis peut-être porteur du virus et ceux qui vont enclencher le dépistage. Donc, il faut une première déclaration au niveau de la caisse pour qu'on puisse repérer les personnes qui sont à dépister. Le niveau 2, c'est donc la plateforme de l'assurance maladie, donc ce qu'on appelle la brigade sanitaire. Donc, c'est des gens qui travaillent avec l'assurance maladie et qui vont contacter toutes les personnes qui sont dépistées positives. Ils ne contactent qu'à partir du moment où le test est revenu positif. Et puis le niveau 3, c'est au niveau des agences régionales de santé. Là, c'est à partir du moment où il y a ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire qu'il y a plus de 3 cas dans un même groupe. Votre service de santé au travail va vous accompagner à quel moment? En fait, entre le niveau 1 et le niveau 2. Puisque là, on va être sur ce laps de temps où on suspecte qu'il y a un salarié qui est potentiellement Covid+, mais on n'a pas encore ces résultats. Donc là, les plateformes de l'assurance maladie, les brigades sanitaires, ne contactent pas les gens. C'est sur ce laps de temps où là, il y a un petit flou, où on peut vous aider à
organiser les choses pour que les personnes ne se contaminent pas entre elles. Il y a une question autour du thermomètre. Oui, il vaut mieux avoir un thermomètre dans la salle d'isolement parce qu'effectivement, il faut objectiver la fièvre. Hein. Donc, une fièvre, c'est une température qui est prise et qui a plus de 38 degrés. Et c'est vrai que ça nous donne un indice. Moins de 38 degrés, on va considérer que ce n'est pas forcément une fièvre. Plus de 38 degrés, c'est une fièvre. Donc là, ça fait partie des symptômes importants à dépister. Il y avait une question sur le thermomètre à l'arrivée aussi, c'est ça, non? Alors, le thermomètre à l'arrivée, je ne sais plus si on aborde ça après. Actuellement, il est déconseillé de prendre systématiquement les températures, soit par un thermomètre, soit par d'autres modes, pour plein de bonnes raisons. C'est-à-dire que de toute façon, si quelqu'un a de la fièvre, on n'est pas sûr que c'est le Covid, ça peut être autre chose. Ça peut me mettre quelqu'un qui est arrivé rapidement parce qu'il était en retard et qui a couru, etc. Ça peut faire monter un petit peu la température, donc ça n'est pas fiable. D'autre part, vous ne pouvez pas imposer aux salariés de se prêter à la prise de température. Vous pouvez le proposer, mais en aucun cas vous ne pouvez l'opposer. Et il est tout à fait interdit de faire un recueil de ces données, puisque là, ce ne serait pas, c'est pas correct au niveau RGPD. Donc voilà, il y a des faux négatifs, il y a des faux positifs. Quelqu'un peut être porteur du Covid et être contagieux et ne pas avoir de fièvre, donc ça ne vous garantit pas de tout. Et quelqu'un peut avoir de la fièvre et être malade, avoir un rhume ou une angine et être certainement pas porteur du Covid. Donc c'est vrai que ce sont des mesures qui sont quand même compliquées à mettre en place et qui peuvent être refusées par les salariés. Donc la prise de température systématique, non, c'est fortement déconseillé et c'est bien inscrit en toutes lettres dans le protocole national. Alors, je lis le chat en même temps. Essayez de le dire à l'oral, effectivement. Ouais. Voilà. Est-ce que le test thermomètre est toujours préconisé en démarrage de poste? Non, il n'a jamais été préconisé en fait. Par contre, vous pouvez fortement inciter vos salariés à contrôler leur température chez eux et leur dire que s'ils sont fébriles, vaut mieux qu'ils aillent consulter plutôt qu'ils viennent sur le lieu de travail. Effectivement, dans la mesure où l'hiver arrive, c'est peu réaliste d'isoler toutes les personnes qui toussent. Pour autant, on est dans un contexte tout à fait particulier. Et si vous avez quelqu'un qui tousse, incitez-le au moins à aller consulter. Et c'est son médecin traitant en fait qui jugera s'il est souhaitable de faire un dépistage Covid ou pas. Et l'autre Cela dit, tu es d'accord avec moi, on risque d'avoir quand même un petit peu moins de gens malades pour d'autres raisons cette année du fait du port de... Voilà, donc ça faisait partie des commentaires qui viennent d'arriver. Avec toutes les mesures barrières, il devrait y avoir moins de virus. Oui, sincèrement, je serais très étonnée qu'on ait autant de gastro et autant de grippe cette année si tout le monde respecte les mesures barrières. Déjà, cet hiver, on en a eu beaucoup moins en Bretagne. Donc, ça peut être le côté positif de cette épidémie, c'est qu'à force de se protéger, de se laver les mains et de porter des masques, on sera certainement moins contaminé par d'autres virus également que le SARS-CoV-2. Alors, j'ai bien la diapo, voilà. Donc, un service de santé au travail parisien a mis en place un outil matrice pour identifier les cas contacts dont on vous donnera, que vous pourrez demander à vos services de santé au travail ou dont on pourra vous donner le lien si vous le souhaitez. Ça reprend en fait tous les facteurs de risque. Donc, dans la première colonne, vous mettez les noms des personnes dont vous vous demandez s'ils ont pu être cas contact. Et puis après, vous répondez à toutes les questions suivantes. Est-ce qu'il y avait présence d'un hygiaphone ou d'une autre séparation physique? Est-ce qu'il y avait le port d'un masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas ou le contact? C'est ce que je vous disais, hein, c'est deux types de masques. Une seule des personnes le porte. Ou est-ce qu'il y avait port de masque grand public par l'ensemble des personnes présentes, donc par le cas et le contact? Vous répondez oui ou non, et en fonction de ce que vous aurez répondu, sur la dernière colonne, vous saurez si la personne est à risque négligeable. Donc dans ce cas-là, on estime qu'elle ne fait pas partie des cas contacts. Si elle n'est pas à risque négligeable, eh bien, il va falloir aller creuser un petit peu plus loin. Alors, quel type de contact il a pu y avoir? Est-ce qu'il y a eu un contact direct avec le cas source? Donc, contact direct, c'est en face à face, à moins d'1 mètre, sans notion de durée. Et sans port de masque, bien entendu, hein, puisque s'il y avait port de masque, on se retrouve dans la première situation. Est-ce qu'il y avait partage d'un espace confiné, donc bureau, salle de réunion, véhicule pendant au moins 15 minutes avec le cas source? Est-ce que la personne est restée en face à face avec le cas source pendant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement? Est-ce que la personne a prodigué au cas source ou reçu de la part du cas source des actes d'hygiène ou de soins? Donc là, ce sont les différentes définitions des cas contacts qui ont été établis par Santé publique France et qui n'ont pas bougé pour l'instant depuis mai. Hein. Donc là-dessus, ce sont des données assez scientifiques sur lesquelles on n'est pas revenu. Hein. Ça n'a pas évolué.
Et puis, donc, sur la dernière colonne, à nouveau, vous aurez une conclusion, risque négligeable ou contact à risque. Donc, pour tous les contacts à risque, on vous encouragera soit à les laisser en télétravail, soit à les mettre dans des bureaux isolés et en prenant vraiment un maximum de précautions, parce qu'au cas où, et ces personnes-là devront se faire dépister en fait. La difficulté, c'est qu'elles devront se faire dépister au mieux, enfin au plus tôt, 5 à 7 jours après leur dernier contact avec la personne qui est donc reconnue Covid+. Donc il y a toujours ce laps de temps, et puis après il y a encore le laps de temps de réponse, parce que malheureusement, actuellement, obtenir un rendez-vous pour se faire dépister, ce n'est pas toujours évident en fonction des zones. Et obtenir le résultat, il y a encore un laps de temps. Donc, c'est vrai que ça laisse vraiment plusieurs jours pendant lesquels on n'est pas trop certain de ce qu'on peut faire. Donc, le mieux, c'est de protéger et d'isoler au maximum la personne. Donc, le télétravail, c'est parfait quand c'est possible. Quand ce n'est pas possible, si c'est possible, mettez la personne dans un bureau isolé en étant très, très vigilant au fait qu'elle respecte les mesures sanitaires et qu'elle ne soit pas au contact des collègues. Si tout ça, c'est pas possible, là, c'est vrai qu'il faut vraiment être rigoureux, très, très rigoureux sur le port de masque et sur la distance d'au minimum 1 mètre. Il y a une question, hein, je crois, qui évoquait ça. Hein, c'est qu'est-ce qu'on fait effectivement dans l'entreprise quand on est dans ce… Voilà, c'est… il y a plusieurs questions. Voilà. Comment cette absence temporaire est prise en compte par l'entreprise? Effectivement, il y a des choses qui sont différentes. En fait, de deux choses l'une, soit la personne est allée consulter et son médecin traitant l'aura mise en arrêt de travail, en attendant de faire le test et d'avoir le résultat. Si ce n'est pas le cas, il m'est arrivé de conseiller aux employeurs de payer les gens rien à faire chez eux quand vraiment on estimait que les conditions de travail réelles ne pouvaient pas garantir une protection suffisante à tout le monde. Alors, c'est censé être à la marge, hein, puisque normalement, à partir du moment où on respecte toutes les mesures sanitaires, donc la distance, le port du masque, l'hygiène des mains, il n'est pas censé y avoir de contamination. Mais voilà. Après, il y a quand même les pauses, les repas, etc. etc. Donc, Et c'est vraiment ces cas-là. Hein. Moi, tous les cas de contamination que j'ai eu en entreprise jusqu'ici, quasiment, c'était au niveau des pauses, au niveau des repas ou au niveau des contacts extra-professionnels entre des collègues qui se voient aussi dans le cadre extra-professionnel. Donc, c'est soit arrêt maladie. Ouais. Soit arrêt maladie, soit la personne peut être en télétravail, soit vous estimez que vous ne voulez pas prendre de risque. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi tout à fait payer la personne à rien faire, à rester chez elle. Mais des fois, ça peut éviter une fermeture de service ou d'entreprise. Hein, et au niveau économique, ça peut être préférable. Eh bien, la protection efficace, le masque chirurgical, effectivement, dans ce cas-là, c'est plutôt le masque chirurgical. Mais en temps normal, si les deux portent un masque grand public, il n'y a pas de souci. Mais dans le cas d'une suspicion, le masque chirurgical est plutôt conseillé. Beaucoup plus protecteur. Hein. Donc, c'est vrai qu'on passe sur le cran du dessus. Là où on aurait toléré le port de masque grand public par l'ensemble des personnes, si on veut être plus sûr de la protection, on met des masques chirurgicaux à la personne qui a contact, en tout cas, et éventuellement à tout le monde. Et là, vous passez vraiment au niveau de protection supérieure. Alors, il y a une question sur les personnels soignants. On répondra peut-être. Ouais. Alors, quand l'isolement n'est pas… Alors, les personnels soignants sont traités à part. Malheureusement, c'est-à-dire que si le médecin traitant ne les a pas arrêtés, on estime que le personnel soignant en fait, a déjà mis en place un protocole qui fait qu'ils ne sont pas censés contaminer les autres. Parce que normalement, le personnel soignant porte en permanence des masques chirurgicaux, voire des masques FFP2 quand il y a des soins vraiment à risque. Donc, c'est vrai qu'en théorie, tant que la personne n'est pas dépistée positive, il est plutôt admis qu'elle continue à travailler. Voilà, il y a un décalage de prise en compte là, sur le personnel soignant, qui est légitime ou pas, en tout cas qui est forcément économique et qui est fait pour que l'activité soignante perdure. Hein, et c'est vrai qu'en théorie, le personnel soignant n'est pas censé contaminer, même s'il est porteur du virus, il est censé déjà prendre toutes les précautions. Après, quelqu'un qui est symptomatique, de toute façon, va se retrouver en arrêt, logiquement. Hein, donc, et pour les personnes asymptomatiques, effectivement, il y a ce décalage de process. Alors, comment faire dans le cas d'un employé travaillant en binôme sur des chantiers qui auraient été en contact avec une personne positive? Tout dépend. Là, effectivement, vous prenez la matrice et vous voyez si les personnes ont en permanence porté les masques et sont restées à distance, etc., on estime qu'il y a un risque négligeable. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas étiqueté cas contact. Si, par contre, il n'y avait pas eu le respect de la distance, de l'hygiène des mains et du port de masque,
c'est un cas contact. Donc, vous incitez la personne qui est cas contact à aller consulter. Ouais. Et peut-être une petite dernière question avant d'enchaîner. Oui, alors la dernière, comment savoir si la sécurité sociale a bien contacté le salarié hors la parole du salarié? Là, en fait, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas savoir puisque, à ma connaissance, il ne contacte que le salarié et pas l'employeur. Et il se base sur le déclaratif du salarié. Donc, c'est pour ça, dans ces situations, en fait, il faut vraiment communiquer sur les protections et sur la responsabilisation des personnes, c'est-à-dire mettez vraiment en place toutes les mesures de protection qu'on met à votre disposition et soyez responsable, c'est-à-dire si vous avez des symptômes, ne venez pas travailler, allez consulter. Si vous avez été au contact d'une personne positive, allez consulter également, même si vous êtes asymptomatique. C'est vraiment dans l'information, la sensibilisation et la responsabilisation que vous pouvez agir en fait. L'employeur peut-il imposer aux salariés de venir travailler avec port du masque et isolement? Alors, tant que la personne n'a pas été dépistée, c'est vrai que s'il y a port du masque, hygiène des mains, respect des distances et isolement dans un bureau seul, en théorie, le salarié peut venir travailler. Le seul fait qu'il fera qu'il ne vient pas travailler, c'est si vous lui proposez de faire du télétravail ou s'il a été mis en arrêt par son médecin traitant. Voilà. Concernant la matrice, en fonction des services de santé au travail auxquels vous adhérez, parfois ils sont directement disponibles sur le site web de votre service de santé au travail. Et pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, dans ces cas-là, on vous encourage à aller demander auprès de votre service de santé au travail, le médecin qui suit votre entreprise, voilà, ou directement à l'accueil. Voilà. On verra peut-être pour le mettre en lien là où Ouais. la vidéo sera accessible, peut-être, ou sur le Ouais, site internet présence-bretagne.org. Ouais. Je me dis qu'on pourra peut-être le mettre à cet endroit-là, tout comme le diaporama. Oui, exactement. Voilà. Donc, et où ce webinaire sera aussi certainement disponible. Alors, les modalités, on ne les connaît pas exactement, mais on fera en sorte que tous ces éléments-là soient accessibles. OK. On enchaîne. Alors, juste, je réponds parce que là, je vois une question supplémentaire. Si un salarié refuse de porter le masque dans son bureau avec d'autres collaborateurs portant eux le masque, que peut-on faire? À partir du moment où vous avez identifié le risque, que vous l'avez éventuellement mis en annexe dans votre DU et que vous avez fait une annexe au règlement intérieur, ce qui peut être une des façons d'officialiser les choses, que vous l'avez informé, et que donc on a estimé qu'il y avait port de pays obligatoire, port du masque obligatoire, vous pouvez sanctionner le collaborateur qui refuse de porter le masque. Au même titre que tout moyen de prévention qui n'est pas appliqué, les salariés ont une obligation aussi de respecter les moyens de prévention qui sont mis en place dans l'entreprise. Auquel cas, s'il n'y a pas de respect des moyens de prévention, en l'occurrence le port du masque, c'est un motif de sanction. Alors, c'est mieux d'éviter d'arriver là, et comme ça a été indiqué, il faut bien en amont avoir informé les salariés, avoir formalisé les choses, via le règlement intérieur ou des notes de service, via le document unique, pour cadrer en fait cette situation-là. Et juste la dernière question, et après j'arrête et je passe la parole à Nicolas. Le salarié est-il obligé d'informer l'employeur s'il est défini comme cas contact? Eh bien non. Comme pour tout autre problème de santé, le salarié n'est pas obligé de vous en informer. Surtout que ce n'est pas une maladie à caractère obligatoire. Non, voilà. Voilà. La tuberculose, par exemple, tu m'arrêteras, mais voilà, c'est une maladie à caractère obligatoire, mais celle-ci, ça ne l'est pas. C'est une déclaration, mais pas auprès de l'employeur. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, il y a une déclaration, normalement, à partir du moment où le test est positif, au niveau sur un logiciel qui est renseigné par les laboratoires ou les médecins traitants. Mais c'est vrai que l'employeur n'est pas dans la boucle. Il n'y a pas de rupture du secret médical, même dans ce cadre d'épidémie de Covid.
Voilà, bon, il y a quelques petits diapos sur l'isolement, quand et comment, mais qui a bougé avec la quatorzaine et la septaine, hein, effectivement. Mais Ah oui. ça, c'est plus spécifique. Voilà, donc ça reprend un petit peu tous les cas. Grosso modo, à partir, donc l'isolement, c'est 7 jours, soit à partir du début des symptômes, soit à partir du résultat du dépistage qui est positif. Et quand vous avez quelqu'un qui est positif, on remonte sur les 48 heures avant pour définir les cas contacts, puisqu'on sait que la personne peut être contagieuse 48 heures avant l'apparition des symptômes. Et à partir du moment où cet isolement est terminé, donc il y a eu les 7 jours, que votre salarié ne présente plus de fièvre ni de signes respiratoires depuis au moins 48 heures, il peut retourner à son poste. On estime qu'il n'est plus contagieux. Par contre, évidemment, s'il est trop symptomatique, trop fatigué, etc., pour revenir travailler, bah là, il est en arrêt maladie, comme pour toute autre maladie. Et le médecin traitant, au passage, n'a pas à faire de certificat de reprise ou de quoi que ce soit de reprise. À partir du moment où la personne n'est plus en arrêt, elle est censée reprendre son poste. Après, si vous avez des interrogations, retournez-vous vers votre médecin du travail. Il n'y aura pas de visite de reprise obligatoire puisqu'on a un arrêt de moins d'1 mois. Mais par contre, vous pouvez toujours nous solliciter pour avoir notre avis. Pour les personnes contact partageant le même foyer, donc là, vous êtes moins directement impliqué, hein, puisque là, on est dans la sphère privée. Alors que les cas contacts en milieu professionnel ne seront testés que au plus tôt 5 à 7 jours après le dernier contact avec la personne qui a été dépistée positive. Quand c'est au sein du même foyer, par contre, là, il y a un test de dépistage immédiat. Donc la démarche est un petit peu différente. Mais là, c'est le médecin traitant en fait qui va mettre en place tout le protocole. Il faut compter combien de temps de contagion possible, une question. Effectivement, c'était un petit peu réduit. Combien de temps Donc, on sait que quand quelqu'un devient symptomatique, il était a priori peut-être contagieux depuis 2 jours déjà. Donc, la grosse difficulté, c'est qu'il y en a quand même qui sont complètement asymptomatiques. Hein, ils sont dépistés positifs et ils ne présenteront jamais de symptômes. Mais s'ils sont asymptomatiques, moyenne, ils sont moins contagieux, hein, de toute manière, ça on le sait. Et ils sont moins contagieux, bien entendu, puisqu'ils ne toussent pas, puisque voilà, il y a moins de gouttelettes contaminantes et il y a moins d'aérosols contaminants. Et après, donc, c'est pour ça que ça a été réduit à 7 jours. On estime que après 7 jours, sauf la personne peut encore tousser un peu, mais n'est plus contagieuse. En tout cas, il n'y a pas plus de risque au bout de 7 jours qu'au bout de 14. C'est-à-dire qu'il reste un reliquat de risque, mais il n'est pas supérieur à 7 jours qu'à 14 jours. Donc finalement, il n'y a pas d'intérêt de continuer jusqu'à 14 jours. Voilà. Et sachant que de toute façon, quand la personne reviendra travailler, elle devra à nouveau, bien entendu, porter le masque, se laver les mains et rester à distance. Donc, comme avant. Effectivement, en famille, voilà, la contagion en famille peut vous concerner, effectivement, parce qu'il y a des enfants qui vont être suspectés, infectés. Donc, voilà, ça va être le quotidien de la vie d'entreprise. Indirectement, voilà. oui. C'est pour ça que c'est intéressant que vous connaissiez les différents. Voilà. Alors, Nicolas, on te laisse la parole. Et puis, s'il y a d'autres questions sur on reviendra à la fin plus spécifiquement sur tout ce qui concerne la prise en charge des cas symptomatiques, contacts, etc. Tout ce qui est d'ordre plus médical. Comme on va passer plutôt là maintenant sur les moyens de prévention, je vous encourage plutôt à poser vos questions spécifiquement sur ces moyens de prévention. Et puis, tout ce qui relèvera du médical, on pourra les prendre en compte à la fin du webinaire. Alors, au niveau des objectifs des moyens de prévention, en fait, on a retenu 4 principaux, mais ça rejoint en grande partie les 9 principes généraux de prévention du Code du travail. En fait, donc, essayer de supprimer le risque à la source, d'agir le plus en amont au maximum. Donc voilà, et puis après de mettre en place des mesures de prévention et de protection collective avant les protections individuelles. Donc on a 3 grandes familles en fait de moyens de prévention. Si tu peux aller à la diapositive suivante, on a la partie ressources humaines avec des exemples dont on a parlé déjà tout à l'heure de référents Covid, d'informations données aux salariés, d'affichage, voilà, des moyens techniques sur les moyens de protection collective et puis individuelle. Sur la désinfection, on fera un focus tout à l'heure dessus aussi. Et puis des moyens de prévention organisationnelle
On a parlé des horaires de travail, du télétravail, des flux de circulation. Voilà, ça permet d'agir aussi sur la prévention vis-à-vis du virus. Ensuite, on a les gestes barrières qu'on va peut-être pas reprendre en totalité. Ils sont connus assez largement. Un petit point peut-être sur les solutions hydroalcooliques qui sont maintenant assez courantes. À noter que c'est efficace sur des mains propres. Donc, on privilégie déjà majoritairement le lavage avec du savon. Et puis, si on n'a pas de savon et d'eau, une solution hydroalcoolique est efficace aussi pour désinfecter, mais sur des mains propres. Donc, les autres gestes barrières sont assez largement connus. Alors, hop, il y a juste une personne qui veut rentrer dans le webinaire. Sur les moyens de protection collective, on va voir un peu plus en détail après ces trois aspects-là. La ventilation, l'aération, c'est un des moyens d'action les plus efficaces et sur lequel généralement les entreprises ont la main en fait. Donc là-dessus, il y a un gros levier pour éviter qu'il y ait des cas qui se multiplient dans les entreprises. Après, il y a les écrans de séparation transparents qu'on a vu fleurir un peu partout, notamment dans les commerces, mais un peu partout dans les entreprises, qui permettent aussi la distanciation physique. Et puis, sur les moyens de protection individuelle, on va parler des masques, bien sûr, on va parler des visières, et puis un petit peu des gants aussi. Au niveau du protocole national, la grosse évolution qu'il y a eu, en fait, c'est le port du masque au grand public systématique au sein des entreprises, dans les lieux clos collectifs. Et donc, on va voir les différentes situations. Alors, ça fait suite, en fait, cette évolution à une recommandation du Haut Conseil pour la santé publique, donc le HCSP, sur le port du masque au grand public systématique. Et puis, on a différentes situations, différentes possibilités de dérogation à ce port de masque, notamment s'il y a des bureaux individuels, on le verra tout à l'heure. Et puis, donc, c'est vrai que c'est en particulier dans les lieux clos et puis aussi en extérieur quand il y a des regroupements ou quand les respects de ces 1 mètre de distance n'est pas possible. Ou dans les véhicules aussi, quand il y a plusieurs salariés. Alors, sur le port du masque, on peut se soustraire à cette obligation. Donc, quand on est dans un bureau individuel, donc nous, là, on vous parle, on est dans des bureaux individuels, on peut se soustraire au port du masque. En extérieur, donc ça, on l'a dit. Et puis, on va le voir, il y a des notions un peu spécifiques et un peu particulières. Donc dans le protocole, il est évoqué les ateliers qui sont bien ventilés, où le salarié porte une visière et où les salariés sont éloignés les uns des autres. Donc là, il y a des situations où on peut retirer le masque. À noter aussi que le masque grand public ou même le masque chirurgical vise à la prévention du Covid-19 ou de la Covid-19. Mais il y a d'autres risques dans les entreprises et qui nécessitent parfois des masques respiratoires avec une exigence plus importante. Donc là, on a mis en exemple la découpe d'éléments en bois et qui nécessitent des masques de protection FFP3, par exemple. Alors, sur l'efficacité justement des masques, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc là, c'est des différentes situations avec des niveaux de protection estimés. Donc sur la partie gauche, en fait, vous avez une personne qui est contaminante, qui soit symptomatique ou non. Et puis sur la partie droite, donc la personne est bien portante. Donc la première situation où la personne bien portante a un masque FFP2 et la personne contaminante n'a aucun masque, le niveau de protection quand même de la personne bien portante est de plus de 95%. D'où le fait que
notamment dans les situations où les soignants qui interviennent auprès de personnes contaminées peuvent avoir ce type de protection. Sur les masques chirurgicaux, donc pour une personne qui est contaminante et que la personne bien portante n'a pas de masque, on est à plus de 80% quand même. Et puis sur la partie droite, on a d'autres situations avec des masques en tissu. Et donc là, on voit que si on se focalise juste sur la dernière ligne, avec un port de masque en tissu pour tout le monde, on est à plus de 95% d'efficacité, ou plus de 90% pardon, d'efficacité pour ces situations-là. Et il est d'autant plus important de porter quand on a des symptômes, effectivement, parce que quand on voit qu'une personne symptomatique n'a pas de masque et que la personne en face porte un masque tissu, elle n'est protégée qu'à 70%. Donc, oui. Il reste un delta qui reste quand même important. Tout l'intérêt que tout le monde le porte, hein. En gros, c'est ça. C'est ça. Il y a une question peut-être auquel on peut répondre maintenant, puisqu'on parlait des cloisons. Est-ce que la personne se demande si elle peut installer une cloison translucide type toile PVC épaisse du sol au plafond pour séparer les bureaux d'un open space? Moi, je considère que c'est équivalent à un mur, en fait. Hein. Donc, si elle est suffisamment, cette cloison, voilà, on considère un peu que les personnes… voilà. Après, il ne faut pas que les personnes aient juste un mètre cube, un mètre cube autour d'elles. Hein. Donc, tout dépend à quelle distance vous prévoyez de mettre ces cloisons. Mais effectivement, si vous recréez finalement des bureaux virtuels séparés au sein d'un open space, voilà, mes collègues peut-être… voudront ajouter des choses, mais voilà, moi j'ai déjà préconisé ça dans des ateliers par exemple où effectivement des cloisons translucides du sol au plafond, voilà, recréer finalement un bureau seul, enfin un bureau ou un poste de travail seul. Vous êtes assez d'accord avec ça? Ouais. Après neuf, on va en parler tout à l'heure, mais le renouvellement d'air, c'est primordial. Quelques précisions encore sur le retrait temporaire du masque pour le salarié à son poste de travail. Donc, il y a différentes exigences en termes de conditions qui sont cumulatives en fonction de la zone du département. En fait, la couleur dont on parlait tout à l'heure, le département, donc en Ille-et-Vilaine, c'est en rouge. Là, le reste de la Bretagne, on est en orange pour l'instant. Donc là, on a détaillé, c'est repris du protocole de toute manière, les conditions cumulatives. Donc, on commence bien par les ventilations, aération, qui soient fonctionnelles et qu'il y ait une maintenance. Les séparations des postes, la mise à disposition de visières, et on verra tout à l'heure une précision sur les visières, et puis toute la partie un peu plus organisationnelle avec le référent Covid, les procédures, les conduites à tenir qui doivent être mises en œuvre dans l'entreprise. Et donc, pour les zones oranges, c'est possible uniquement dans les locaux avec un grand volume et qui disposent d'une extraction d'air haute. Et pour les départements rouges, uniquement là où il y a une ventilation mécanique et qui garantit une surface, un espace de 4 mètres carrés par personne. Alors ici, on a un schéma qui reprend un peu tout ça. Par rapport au protocole, en fait, dans le protocole, il y a une annexe pour la possibilité de retirer ou pas le masque. C'est l'annexe 4. Nos collègues de Quimper, en fait, ont transposé ça en ce petit logigramme en fait, qu'on trouve intéressant. Donc, en fonction du type de ventilation, on va pouvoir temporairement retirer son masque ou pas à son poste. J'insiste sur le fait que c'est temporaire normalement. Moi, ça m'est arrivé d'aller en entreprise où la règle, c'était on est dans une sorte d'open space. Alors, les gens ne sont pas forcément les uns sur les autres, mais c'est des bureaux partagés quand même. Et la règle qui a été mise en place par l'entreprise, c'était à son poste, au bureau, le salarié peut retirer son masque s'il le souhaite.
Ce n'est pas tout à fait ce qui est prévu dans le protocole, hein. C'est un retrait temporaire normalement. Ce n'est pas sur la totalité du temps de travail. Ouais, ce qui peut être mis en place, c'est s'il y a 4-5 personnes dans le même bureau, on peut alterner. C'est-à-dire qu'il y en a une qui l'enlève, on peut imaginer tous les quarts d'heure, pendant un quart d'heure. Ça peut permettre de soulager. Et comme ça, il n'y a qu'une personne qui ne l'a pas pendant que les autres le portent. Ça limite quand même. Voilà. Et puis peut-être à s'accorder aussi avec la partie renouvellement d'air. Si par exemple on a des fenêtres à ouvrir, donc on le verra tout à l'heure sur les recommandations d'ouverture de renouvellement d'air. Peut-être dans ces conditions-là, en profiter justement pour retirer un peu le masque, ça peut être l'occasion. Dans le département rouge, la partie ventilation naturelle n'est pas concernée en fait. Donc s'il n'y a pas de ventilation mécanique, il n'y a pas de possibilité, d'après le protocole, de retirer son masque en espace clos. Il y a plusieurs questions qui tournent autour de ça. Là. Voilà. La définition temporaire, il n'y a pas de définition. C'est super. Moi, je pense qu'on peut retenir. Il y avait quand même une barrière de 15 minutes dans les voilà, donc c'est pour ça que moi, je trouve les 15 minutes, c'est pas mal. Enfin. Voilà. Forcément moins de 15 minutes. Et par contre, ce qui spécifie, c'est quand il y a possibilité, en fonction de toutes les différentes caractéristiques qu'on vous a exposées, quand il y a possibilité d'enlever le masque, par contre, il faut quand même porter la visière pour éviter quand même de projeter dans l'atmosphère. Voilà, en étant en zone rouge, peut être retiré et remplacé par une visière de façon permanente ou temporaire, simplement si vous avez une ventilation mécanique efficace au sein de vos services avec un débit d'air suffisant qui vous est montré dans le logigramme. Et comment peut-on considérer une ventilation mécanique? Vous voulez dire qu'est-ce qu'une ventilation mécanique par rapport à une ventilation naturelle? Ça doit être ça la question. C'est ça que je la comprends. Oui. En fait, c'est une ventilation active avec une motorisation en fait. C'est-à-dire qu'une ventilation naturelle, c'est un trou directement dans une cloison. Voilà, une ventilation mécanique, c'est une VMC. Il y avait une question sur les purificateurs d'air, je crois. Oui, alors moi je veux bien répondre là-dessus. Je sais pas. Alors, les différents purificateurs d'air, il y en a différents types. Alors, je ne sais pas auxquels vous pensiez, mais il y en a qui fonctionnent par ozonisation, il y en a qui fonctionnent par autocatalyse. Alors, effectivement, on dit que ces purificateurs d'air ont un effet, parce qu'ils vont ioniser globalement les différentes molécules qui sont dans l'atmosphère. Donc, en les ionisant, les virus, de la même manière, leur paroi lipidique va se détériorer et ils vont devenir moins infectants. Donc, ces purificateurs d'air ont une certaine efficacité. Après, c'est franchement pas hyper fiable. Il y a eu un rapport de l'ANSES il y a 2-3 ans sur ces purificateurs d'air au sens large, y compris pour le risque chimique et pour le risque bactérien et viraux. Voilà, l'efficacité, elle est un peu discutée. Et en plus, il y a des effets secondaires qui sont notés. C'est-à-dire que, alors, dans le cas des virus, ce n'est pas le cas, mais dans le cas, souvent, il est beaucoup utilisé pour la pollution de l'air intérieur, quand on est dans des locaux assez peu ventilés, etc., où on a des libérations de formaldéhyde ou différentes substances, sans rentrer dans les détails. On s'aperçoit que quand il y a une ionisation, une photocatalyse partielle de ces molécules, en fait, on a la libération de substances intermédiaires qui peuvent être encore plus toxiques que la substance originale. Donc, en fait, l'ANSES a été saisi il y a 2-3 ans sur cette question et n'est pas hyper favorable sur l'utilisation de ces purificateurs d'air. Alors, j'ai envie de dire, pour les virus, ça a sûrement une petite efficacité, mais vous voyez bien que dans les protocoles, ça n'a pas été écrit. Alors, bon, c'est normal, parce qu'il faut que ce soit disponible pour tout le monde. Moi, je vous encourage d'avoir une VMC, une ventilation très efficace avec un débit suffisant. Et rien ne vous empêche de rajouter ce purificateur d'air en ayant à l'idée tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que plus on est dans une zone qui est peu ventilée, on a une chance d'avoir une concentration importante de substances chimiques qui est présente, liée au partage, à l'utilisation de matériaux émissifs. Et donc, on a une chance d'avoir finalement pas une purification totale et donc un risque encore plus important de toxicité, on aurait une moins bonne qualité de l'air au final. Donc, voilà.
Il y a une question aussi, si deux personnes sont dans un même espace séparé de 3 ou 4 mètres, le port du masque est-il obligatoire lorsqu'ils ne se déplacent pas? On en revient à la situation de la ventilation. Ouais. En fonction de si on est en zone rouge, il faut une VMC. Voilà. La question de du retrait temporaire. Le port du masque. Vas-y Aurélie. Oui. Non, mais c'est ça, excuse-moi, je t'ai coupé, c'est ce que tu allais dire. Ce serait qu'un retrait temporaire, de toute façon. On ne peut pas leur permettre de ne pas porter le masque du tout. Oui. Il n'y a que le bureau seul. Ah ouais. Un point sur les visières. Alors, ce ne sont pas des alternatives au port du masque. Donc, c'est complémentaire au masque. Donc, ça protège les muqueuses oculaires des grosses gouttelettes émises. Donc, pour les personnes qui portent la visière, ça peut aussi limiter la propagation de gouttelettes émises par le porteur. Voilà. Mais par contre, ça ne protège pas des particules en suspension. Et puis, il faut penser au nettoyage de ces visières. Et donc, il y a une norme de référence par rapport à ces visières qui sont normées, en fait, tout simplement. Sur les masques, alors, c'est vrai que c'est un sujet assez important, les masques, et sur la manière de porter les masques, on en entend beaucoup parler. Donc, le masque, il faut qu'il couvre bien le nez, la bouche, et puis jusqu'en bas du menton. En termes de manipulation du masque, faut chercher à plutôt manipuler par les élastiques, et avoir une hygiène des mains assez importante à toutes les phases en fait de la manipulation du masque. Donc avoir les mains propres quand on met le masque, après l'avoir mis, dès lors qu'on manipule, faut à nouveau se laver les mains ou se désinfecter les mains. Pour la durée d'utilisation, donc on est sur du maximum 4 heures, et ça évolue après aussi en fonction de la qualité du masque et de l'activité de la personne. Si on a une activité physique, on va respirer un peu plus, et du coup le masque risque d'être humide ou souillé plus rapidement. Donc là, c'est vraiment du maximum. Pour les masques en tissu, donc quelques recommandations sur le lavage. Donc voilà. Et puis après usage, pour les masques jetables, c'est tout de suite à la poubelle. Éviter de les laisser traîner un peu partout. Sinon, on crée des zones, des zones de contact potentiellement contaminants. Ouais, on a maintenu la petite iconographie, mais effectivement, le lavage, les experts ont revu à la baisse. On n'est plus obligé de laver à 60 degrés. Oui. On peut laver avec le linge à 30 degrés sans souci. Alors, une solution contre la buée sur les lunettes en zone froide. Alors, selon la manière alors, sur les masques chirurgicaux, en fait, avec la petite barrette, il y a des tutos qui sont assez bien pour l'installer. Les lunettes à porter sur le masque, posées sur le masque. Alors, souvent, du coup, ça avance un peu les lunettes. Mais alors là, il y a une grosse question qui est arrivée sur l'importance. Ouais. Pour communiquer sur l'importance de porter le masque sur le nez, j'ai cherché des schémas démontrant le niveau de protection en fonction des scénarios, comme vous l'avez présenté en début de webinaire, protection si une personne porte le masque, protection si 2 personnes portent le masque, etc. Je n'ai rien trouvé. Avez-vous des éléments pédagogiques à ce sujet? Je pense que le visuel qu'on a présenté tout à l'heure répond pas mal à cette question. Alors, il y a visiblement un retour d'expérience sur des lingettes microfibres anti-buée. Alors, je ne les connais pas personnellement. Voilà. Vous les connaissez? Non, pas du tout, mais c'est très bien. Vous voyez l'intérêt de partager son expérience. On prend. Ok. Voilà, acheter chez un opticien. Okay. Bon, ça tombe très bien, parce que nous, on n'a pas trop le droit de faire de publicité, mais c'est vous qui l'avez dit, donc ça nous va bien. Ok. On enchaîne?
Ouais, on enchaîne. Dernier point sur les EPI, sur les gants. Donc, c'est lorsque l'activité le nécessite, hein, c'est notamment aussi en cas d'impossibilité d'utiliser certains équipements de protection collective. Attention aux faux sentiments de protection, hein. Le gant, c'est souvent un vecteur de transmission aussi. On a rarement la même hygiène avec des gants qu'avec les mains. On se lave plus difficilement les mains gantées que les mains nues. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Et puis, en cas de port de gants, si tu peux avancer, Katia. Oui, c'est pas grave. Ouais. Donc, bien, de la même manière, hein, que si on n'a pas de gants, on évite de mettre les mains au visage. On ôte les gants en évitant de toucher la peau avec la partie extérieure du gant. Et puis, bien les jeter après l'utilisation et se laver les mains après le retrait des gants. Globalement, il y a peu de circonstances où il est nécessaire d'en porter, à part peut-être dans les milieux soignants. Voilà, globalement, on les porte. On n'a pas quoi à porter. Alors, là, on va faire un focus sur les différents systèmes de ventilation. Donc, de manière générale, c'est l'apport d'air frais extérieur, hein, l'air frais, donc de l'air extérieur, qui est indispensable. Peu importe les locaux, en fait, peu importe les moyens mis en place. Donc, même avec une ventilation mécanique, il faut voir comment on apporte de l'air frais. La règle générale, c'est ouvrir 15 minutes toutes les 3 heures. Donc, l'ensemble des espaces. C'est ce qu'on appelle la ventilation naturelle, etc. Mais nous, on est en zone rouge, par exemple, dans le 35. Donc, la ventilation naturelle ne suffit pas pour… Voilà. Après, s'il y a une ventilation mécanique, on peut aussi ouvrir toutes les… Oui, c'est additif, hein, bien évidemment. Voilà, rien ne nous empêche de le faire. Sur les VMC, donc les ventilations mécaniques contrôlées, il y a une maintenance à prévoir. Il y a des règles dans le code du travail, hein, une vérification annuelle par une personne compétente. Et vous avez le test de la feuille de papier là, en attendant éventuellement le passage de la personne compétente. Donc avec une feuille de papier, si en gros elle est aspirée par la VMC, c'est que c'est plutôt bon signe. Et donc la diapo suivante, on a sur les débits d'air neuf par occupant qui ne sont pas liés, hein, au virus, à la Covid-19, mais qui sont ceux du Code du travail. Donc ce sont les débits minimum d'air neuf à introduire. Donc vous avez les éléments avec les références du Code du travail, hein, par rapport à ça. Donc je ne vais pas tout relire, mais en fonction de l'activité, en fait, vous avez des débits qui vont varier. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut répondre rapidement aux quelques petites questions là? Il y a le nettoyage des masques par lampe UV. On attend un avis concernant ce nettoyage par UV, hein, qui n'est pas encore donné. Je sais qu'il y a une étude en cours. Le passage à 30, oui. Alors, je ne sais pas si c'est acté. Enfin, honnêtement, je crois que vous pouvez vraiment communiquer cette information-là aux salariés parce que c'est le Conseil de santé publique qui l'a dit. Alors après, je ne sais pas si c'est écrit quelque part dans un protocole, mais en tout cas, c'est un avis du Conseil scientifique. Voilà. Donc, vous pouvez communiquer ça à vos salariés. À titre Et personnel, le nombre de… Comment? à titre personnel, je Pour le lavage, ne lave plus forcément à 60 degrés. Voilà. Idem pour moi. Et donc, vous pouvez communiquer sans risque particulier. Voilà, c'était une information scientifique donnée par un conseil des experts, donc il n'y a vraiment pas de souci. Et sur le nombre de lavages, effectivement, il y a les premiers masques, ça dépassait rarement 10-20 lavages. Pareil, il y a eu un allègement par rapport à ça. Alors, évidemment, on dit qu'on peut augmenter légèrement le nombre de lavages à condition de garder l'intégrité. Voilà, quand vous voyez que le masque est totalement un peu déformé, qu'on commence à voir à travers, etc. Voilà, idéalement, il faut respecter le nombre de lavages, mais je pense que parfois on peut augmenter les masques en coton avec un nombre de lavages à 10. Franchement, je pense qu'on peut largement augmenter le temps de lavage.
Ouais, alors le froid dirigé, voilà, on l'a rapidement abordé tout à l'heure, hein, mais effectivement, c'est un peu le souci des aérothermes ou des froids dirigés, où là, en fait, on a une tendance à diriger le flux vers les personnes. Bon, c'est toujours la même chose, hein, si on n'a pas de recyclage d'air. Et le problème, c'est que si tout le monde porte le masque dans la structure, ça ne pose pas de problème, parce qu'il y a peu de chances d'avoir de l'aérosol dans l'atmosphère. S'ils ne le portent pas, ces flux dirigés sont une source de contamination évidemment plus importante, parce que ça va diffuser le froid à travers les espaces. Voilà, les aérosols à travers l'espace, sachant qu'en plus, l'atmosphère froide et humide est favorisante pour la survie du virus dans l'atmosphère. Ils vont survivre un petit peu plus longtemps. Ah. Alors pour Nicolas, apparemment, il se touche le visage au minimum 23 fois par heure. Donc en fait, on avait tout prévu. Hein. On lui avait demandé de se toucher le visage. C'était prévu. Ouais. Le test de la flamme, non, pas vraiment. Enfin, moi, je ne vous conseille pas forcément ces astuces. Okay. Enfin, c'est évident que si on peut éteindre la flamme avec, c'est que le masque ne sert à rien. Après, c'est pas parce que vous avez des protecteurs. Voilà, exactement. En fait, on a plus ou moins répondu sur la climatisation, mais ouais, c'est ce que tu viens de dire, hein, Katia. En fait, souvent, il peut y avoir un réglage avec plus ou moins d'air neuf ou pas. Alors, quand il y a un fonctionnement uniquement avec de l'air recyclé, on vaut mieux éviter de l'utiliser. Surtout que plusieurs articles scientifiques ont montré que le recyclage d'air a été concentrer les aérosols et c'est une source de contamination très très importante. Une personne malade peut en contaminer 30 dans un même bâtiment, une structure, un atelier si on a du recyclage d'air. Donc ça c'est vraiment, enfin si on peut éviter le recyclage d'air, il faut au moins un apport d'air neuf. Alors je sais que d'un point de vue énergétique, c'est problématique potentiellement quand on travaille dans des salles blanches, etc. Hein. Mais vous pouvez vous empêcher. Enfin, il n'y a pas de souci si 100% des gens portent le masque. En fait, c'est toujours la même chose. Et puis diminuer les débits de soufflage, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Si on diminue un petit peu le débit de soufflage, on va propulser les aérosols un petit peu moins loin. Quoi. Donc, idéalement, c'est de l'air neuf. Hein. Il y a une question. Mon accueil dispose de la clim, puis-je la mettre en route pour le chauffage cet hiver? C'est ce qu'on vient de dire. Si c'est avec de l'air neuf, en réduisant au maximum le débit de soufflage, c'est faisable. Voilà. Après, il n'y a pas de température à respecter, non. Vérifiez bien que ce n'est pas du recyclage et puis si c'en est pas, s'il y a un apport d'air neuf au moins en partie, au moins 2/3 par exemple, vous êtes plutôt dans de bonnes conditions et puis vous diminuez un petit peu le soufflage et puis à l'accueil, je ne sais pas combien de personnes se trouvent à l'accueil, hein, c'est toujours pareil, il faut évaluer les risques, hein, c'est la densité de personnes qu'il y a aussi. Voilà. Une seule personne. Il y a un groupe sur le toit. Ouais. Ça veut pas dire grand-chose, le groupe sur le toit, parce que c'est le moteur. Donc, ça peut quand même être du recyclage. Je vous encourage à vous rapprocher de la personne qui vous l'a installé ou qui vous assure la maintenance. Sur les ventilations, donc les ventilateurs, bon là c'était surtout vrai cet été, hein, on va en avoir moins là, mais c'est quelque chose que globalement, pour faire simple, on ne recommande pas. De la même manière, ça diffuse en fait au niveau de l'aération. Voilà, on va disperser les aérosols à une distance plus importante que si on n'avait pas cette ventilation. Donc, voilà. Alors, si on est seul dans son bureau, il n'y a pas de souci à utiliser un ventilateur, bien entendu. Alors, pour des éléments de synthèse, hein, donc respecter les gestes barrières, aérer les locaux, donc au moins 15 minutes toutes les 3 heures avec de l'apport d'air neuf, donc vis-à-vis du système de ventilation. Se laver les mains en arrivant avant et après le passage au WC et puis fréquemment dans la journée. Nettoyer, désinfecter son poste de travail, on va vous en reparler juste après. Et puis au niveau des vêtements de travail, hein, aussi, quand il y a possibilité aussi de séparer les vêtements de travail et les vêtements de ville,
se changer avant de rentrer, et puis un nettoyage journalier des vestiaires donc avec la salle de pause, les sanitaires, les vestiaires, ce sont des lieux potentiellement à risque dans les entreprises. À ce sujet, au niveau des salles de pause et réfectoires, quelques éléments. Au niveau du nombre de personnes pouvant occuper la salle, c'est bien de fixer une limite et de l'afficher donc pour permettre le respect des distances entre les salariés. Rappeler le lavage des mains avant et après chaque pause, l'aération de la pièce. Il peut y avoir des recommandations au niveau des couverts, d'apporter ses propres couverts pour les salariés. Retirer par exemple les torchons qui peuvent être utilisés pour faire la vaisselle. Privilégier de l'usage unique. Bon, ça multiplie les papiers à usage unique, mais bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Et puis, il y a le nettoyage à nouveau. Alors peut-être, voilà, je vais reprendre, c'est un peu plus mon domaine rapidement, même si on va pas, voilà, c'est pas un webinaire qui va discuter spécifiquement de ça, mais vous donner quelques indices pour terminer sur le nettoyage et la désinfection des surfaces. Alors, une petite diapo qui vous montre la différence entre le nettoyage et la désinfection. Effectivement, le nettoyage, ça élimine les souillures. Et ce virus peut être éliminé par un nettoyage, pas spécialement une désinfection, parce que l'action détergente de certaines substances est efficace, parce qu'il y a des tensioactifs qui va détruire les protéines et les lipides qui se trouvent à l'extérieur de ce virus. Mais quand on fait juste du nettoyage avec un savon, la preuve, c'est que vos mains, vous les nettoyez comme ça et c'est efficace. Donc, a priori, les surfaces, on peut aussi les nettoyer comme ça. Sauf qu'en fait, on va avoir un temps d'action plus long et l'action mécanique va favoriser l'élimination du virus. Donc, en fait, il faut nécessairement avoir plusieurs étapes. Un nettoyage avec une action mécanique, un rinçage, un essuyage. Donc, c'est évidemment beaucoup plus long. Quand vous voulez aller beaucoup plus rapidement, évidemment, la désinfection le mécanisme de désinfection est plus adapté. Donc, la désinfection, c'est bien tuer les microbes, bactéries, champignons, virus. Et là, on est sur des substances biocides qui agissent dans un temps limité, idéalement en moins d'1 minute. Donc, en fait, en vous disant ça, c'est un peu du bon sens, et ça vous permet d'adapter vos procédures de nettoyage après analyse de l'activité. Nettoyer un endroit qui est assez peu, alors, je crois que je le dis juste après, effectivement, c'est dans quel cas, c'est en fonction de l'affluence aussi. Comment vous allez évaluer ce risque? Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Le premier, c'est l'affluence. Plus cette surface, et voilà, si cet endroit est il y a une affluence importante, une densité de personnes importante, le risque de contamination du surface par les postillons va être évidemment beaucoup plus grand. Donc ça, évidemment, dans une salle de pause, une salle de restauration, il y a beaucoup plus de chances, effectivement, d'avoir des surfaces infectées. Par contre, voilà, il faut regarder aussi l'usage des surfaces, ce que je vous disais ça. Quand il y a un faible risque de contamination, le nettoyage seul tous les jours va suffire. Quand c'est des surfaces qui sont fréquemment touchées, là, on fait nettoyage et désinfection. Donc, c'est le cas des poignées de porte, des interrupteurs, des boutons du micro-ondes, de la cafetière, etc., etc. Voilà. En fait, c'est un peu du bon sens. Il faut regarder l'affluence et l'usage des surfaces. Et si finalement elle est assez peu utilisée, il y a assez peu de personnes qui se trouvent dans cette zone, le nettoyage seul, avec les étapes que je vous ai décrites tout à l'heure, est suffisant. Alors, un petit focus rapide sur l'efficacité virucide des produits. Alors, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est un produit qui a une activité virucide, donc un désinfectant avec une activité virucide, doit répondre au test qui est décrit dans la norme EN 14460. Alors, parfois, les industriels n'ont pas, surtout avec les nouvelles, il y a eu beaucoup de gens à se mettre à fabriquer des produits dans ce contexte. Donc, tout le monde n'a pas été payer cette norme pour pouvoir être certifié EN 14467. Ce n'est pas pour ça que leurs produits ne sont pas virucides. Vous avez quelques indices qui vous permettent de vous diriger par rapport à ça. Alors, les substances chimiques qui sont actives sur le coronavirus sont les ammonium quaternaires en mélange. Donc, il faut au moins qu'il y ait trois substances de cette famille à l'intérieur. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un ammonium quaternaire? Alors, de manière globale, je vous encourage à revenir vers votre service de santé au travail qui vous orientera. Après, là, je vous ai mis les différents chaque fois. Effectivement, ce n'est pas des produits anodins, donc on est sur des produits corrosifs. Donc, idéalement, on les applique avec des gants.
L'eau de Javel est efficace. Hein. On a réussi depuis plusieurs années à la faire sortir des entreprises parce qu'elle présentait des dangers importants. Sauf que là, dans le cas d'une pandémie comme celle-ci, elle a quand même un avantage certain, puisque déjà, ce n'est pas très cher et c'est très efficace, à condition de respecter la dilution. Nicolas vous disait au début, effectivement, comme les solutions hydroalcooliques, en fonction du degré de salissure de la surface, la dilution doit être plus importante pour obtenir la même efficacité virucide. Il y a évidemment aussi les peroxydes d'hydrogène. Alors ça, c'est plutôt des produits qui sont utilisés dans le milieu industriel ou dans le milieu du soin, qui sont très, très efficaces également. Et puis, de manière très simple, il y a l'éthanol 70, l'alcool 70, qui est très, très efficace contre ce virus et avec un délai très, très court. Alors, un petit focus sur cette norme EN 14476, ce n'est pas un gage absolu d'efficacité d'un produit virucide. Alors, évidemment, vous êtes sûr d'avoir un produit virucide, mais peut-être qu'il va agir qu'au bout de 30 minutes ou au bout d'une heure. Ce sera écrit sur la fiche technique de ce produit. Et si c'est pour nettoyer une poignée de porte, un produit EN 14476 qui agit au bout de 30 minutes, vous voyez bien que ça n'a absolument aucun intérêt. Ça a éventuellement un intérêt pour nettoyer une surface. Vous allez laisser agir le produit et vous allez revenir 30 minutes après. La plupart du temps, on n'a pas du tout envie de faire ça. Donc, je vous encourage, si vous avez un produit avec cette norme, de bien vérifier le temps d'action pour obtenir l'effet virucide. Dans tous les cas, rapprochez-vous de votre fournisseur pour obtenir la fiche technique et la fiche de données de sécurité pour s'assurer effectivement de ce temps de contact. Et puis, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous aider à faire ces choix sur les désinfectants et les nettoyants. Voilà, alors on a déjà répondu à beaucoup de questions, mais évidemment, vous en avez sûrement d'autres. Donc déjà, il y en a quelques-uns là. Alors, je ne sais plus. Alors ça, on avait vu. Alors, peut-être revenir vite fait sur cette clim. Si la personne porte un masque, monsieur ou madame, je ne sais pas, monsieur, la clim, vous pouvez la mettre, hein, ça dépend quel type de masque, mais honnêtement, voilà, il y a une seule personne avec le port d'un masque, vous pouvez mettre la clim. J'imagine que les personnes qui viennent en plus à la voilà, doivent aussi porter un masque, donc normalement… Ouais, on ne prend pas beaucoup de risques. Les cloisons plexi dans la salle de pause, pourquoi pas, hein, voilà. Ce sera efficace contre les postillons, les toux, les éternuements. Par contre, c'est vrai que ça ne va pas vous garantir de la propagation des aérosols. Oui, mais bon, après, on limite quand même beaucoup le risque. Hein, voilà. Mais voilà, c'est déjà bien. Ouais. Enfin, c'est mieux. Comment connaître le nombre de personnes possibles dans la salle de bain? Non, alors, effectivement, du fait qu'on ne porte pas de masque, idéalement, c'est plutôt 4 mètres carrés. Ça, c'est clair. De toute manière, ce n'est pas pour vous rassurer, mais il y a de grandes chances que si une personne se révèle être Covid+, et que les brigades de la CEPAM l'interrogent et qui lui demandent avec qui elle a mangé, je pense que même avec ces conditions-là, il y a de grandes chances que toutes les personnes soient considérées comme contact. Bon, enfin, voilà. Nous, on ne travaille pas à la CEPAM, mais il y a quand même des chances, vu la définition du cas contact, voilà, qu'on tombe assez vite là-dedans. Alors, si vous arrivez à respecter les 4 mètres carrés, avec une distanciation d'1 mètre, 1 mètre 50, voilà, peut-être que ça passe. Et dès que vous êtes en face à face pour manger, voilà. Le fait de manger ensemble reste quand même un risque important de contamination. Et la quinconce, ouais, la quinconce avec une surface importante, ça passe. Mais c'est quand même, ça veut dire qu'il ne faut pas parler, il faut rester dans son… C'est quand même pas… voilà. Il y a de grandes chances que tout le monde soit considéré comme contact. C'est sûr que tout le monde sera positif, hein, mais tout le monde sera probablement considéré comme contact. Oui, les désinfectants achetés dans le commerce peuvent être efficaces à condition de respecter les différents éléments que je vous ai dit tout à l'heure. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui sont EN 14476 et qui agissent au bout de 60 minutes. Il faut être extrêmement vigilant. Voilà. Alors je ne dis pas qu'ils sont… Voilà, il y en a des efficaces, mais il y en a beaucoup qui sont dans le cas que je vous ai décrit tout à l'heure. Des gens doivent partir, évidemment. Il est midi, donc voilà, c'était normal. Et si je suis dans un bureau individuel et qu'une personne me parle sur le pas de ma porte, plus d'1 mètre, dois-je remettre le masque? Si elle part sur le pas de la porte, ça va. Si elle rentre dans vos bureaux, les deux doivent mettre le masque. Et vous ouvrez la fenêtre si possible. Mais honnêtement, ça dépend de la taille de votre bureau. Mais si la personne est juste sur le pas de la porte… Enfin, ce qui est très étonnant, c'est que la personne sur le pas de la porte ne porte pas son masque. Parce qu'elle a été dans les zones de circulation. Elle est censée en porter un.
Oui. Voilà. C'est pas Donc, mais non, normalement, ça passe. Je mets à disposition des masques jetables et nous imposons le port de masque pour tous les livreurs et visiteurs. Bah, c'est très bien. Et Je c'est ne sais la pas suite s'il y avait une question. de la question sur la clim, là, l'accueil. Ah oui, bah, très bien. Bah, dans ces cas-là, franchement, aucun souci, hein. Voilà, bah, aucun souci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Après, là, comme on a terminé, n'hésitez pas à remettre votre micro éventuellement si vous voulez poser les questions de manière plus rapide. Voilà. Ah, le registre des personnes accueillies, bah, si tout le monde porte le masque, ce n'est pas forcément nécessaire. Ça, c'est vraiment après, intéressant dans les restaurants. Si oui. vous accueillez des personnes extérieures, par exemple sur une réunion, sur un temps un peu long, moi Oui, je trouve que ça peut être intéressant. oui, oui, Et, voilà. voilà, c'est vraiment un peu du cas par cas. Si c'est pour l'accueil, juste quelqu'un qui dépose un colis, je ne vois pas l'intérêt, hein. Pour les enfants malades de nos salariés, ils peuvent revenir sur leur poste de travail dans l'attente du résultat du test. Alors, bah, oui, oui, c'est toujours cette même difficulté. À partir du moment où le test est revenu et qu'il est positif, tout le foyer est mis à l'isolement. Donc là, il n'y a plus de souci. Il y aura un arrêt de travail de prescrit par le médecin traitant. En attendant, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Il y a Ils des peuvent, zones en théorie, revenir sur leur poste de travail. Donc, à vous d'être vigilants sur le fait qu'ils respectent bien, à nouveau, le port du masque en permanence, l'hygiène des mains, etc. Mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas un dépistage positif, en fait, il y a pas, l'isolement se met pas en place. Sauf s'il y a apparition de symptômes, évidemment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, pas. Ah, Vous aussi, alors, protégez-vous merci. bien. J'espère effectivement, voilà, il y a eu beaucoup de questions. On a dépassé un petit peu le temps, mais c'était intéressant de répondre au fur et à mesure, je pense. Au fur et à mesure de, voilà. Et puis finalement, on se rend compte que plus on avance et plus on a de choses à dire sur le Covid, parce qu'il y a énormément de choses nouvelles. Donc voilà. Kenavo, ouais, Kenavo. Voilà, bah oui. Bon, bah, Merci à je tous. crois qu'on a fait le tour. Ouais, et ben voilà. Ben, j'ai l'impression que tout le monde a l'air très intéressé par, enfin voilà, a été intéressé par les différents éléments. Donc merci à vous. C'est toujours agréable d'avoir ces différents retours. Voilà, mais j'espère à bientôt tous, voilà, en fonction de. On organise assez régulièrement ce type de webinaire et puis voilà. C'est Alors, déjà le cas. Alors, je ne sais pas voilà. En d'autres tout cas, à la ST35, c'est notre cas. Il y a d'autres services de santé au travail, mais je crois que tout le monde va s'y mettre parce que c'est un voilà. moyen de À diffusion refaire pour d'autres d'informations. sujets, il y avait une Ouais. remarque. Tu l'as dit au tout début, aujourd'hui, il y a huit webinaires. Voilà. Donc, ils seront accessibles aussi normalement tous, hein, Après, a posteriori. ouais. On va couper ça au montage. Voilà. Voilà. Non, non. Il y aura un best-of. Bon, allez, merci à tous et à bientôt. Et également, portez-vous bien.